demander à Philippe Madec de bien vouloir donner aussi son propos et son travail dans le cadre du COMOP spécialisé, le 9, sur l'urbanisme, qui donne un certain nombre d'articles de loi maintenant et de rectification du Code de l'urbanisme. Philippe ? Oui, bonsoir. J'ai plus de soucis à parler du COMOP parce que je ne l'ai pas dirigé, à la différence des deux qui sont intervenus juste avant moi. Ce qui fait que pour ma part, je suis pas forcément très heureux de ce que j'ai vécu. Et même si quelques avancées se font, je trouve que des défauts majeurs n'ont pas du tout été résorbés et que finalement la révolution nécessaire, et elle peut être simplement dans le quotidien, mais la révolution nécessaire du mode de vie urbain, c'est-à-dire comme du mode de vie de l'homme du XXIe siècle, me semble pas tout à fait engagé dans le COMOP urbain. Bon, je pense qu'il y avait un gros souci avec ce COMOP urbain, c'était l'importance des enjeux soulevés par le COMOP. Bon, grosso modo, réécrire le droit de l'urbanisme, repenser la manière de concevoir. Alors j'allais dire le territoire et en fait non, de concevoir les villes. Un des défauts du COMOP urbain, c'est justement l'absence du territoire. Alors c'était sans doute un peu lié, on va dire, à la culture française, qui fait que le territoire, ce sont les infrastructures qui lient les centres métropolitains et finalement le monde rural est une dépendance de la ville, n'aurait pas de vie en soi. Je trouve qu'on a retrouvé cette chose fort ancienne à un moment où justement il fallait engager une solidarité qui aurait permis que justement cette séparation entre le rural et l'urbain ne soit pas à nouveau consommée. Je le dis parce que derrière la relation entre la ville et la campagne, c'est pas seulement du spatial qui est en jeu, c'est du temporel et du social. Et justement, je n'ai pas vraiment trouvé non plus dans ce COMOP et le temporel et le social. Bon, il me semble même que les soucis qui sont à venir vont particulièrement accroître la différence entre le monde rural et le monde urbain, voire créer une fracture considérable entre les deux. Et aujourd'hui, dans les textes que l'on a, rien ne va nous aider vraiment à arranger cette chose-là. Alors, il y a les éléments de fond et puis il y a eu aussi la forme proprement dite du COMOP. Bon, face à un sujet aussi considérable, je ne sais pas comment c'était dans les autres COMOP, mais face à un sujet aussi considérable, le nombre des acteurs était grand. Et quelle parole a-t-on dans un contexte comme celui-là ? Bien sûr, les contributions écrites servent. Ma contribution qui s'appelle « Contribution à une conception éco-responsable de l'urbanisme » sera disponible en page d'accueil de mon site, donc vous pourrez la lire. Mais finalement, dans ces grandes réunions, on sait très bien que celui qui a le dernier mot, c'est celui qui l'écrit, pas forcément celui qui le dit. Et c'est ce que l'on voyait. Ça en était même pénible. C'est-à-dire que quand un des rapporteurs du COMOP faisait la synthèse de ce qui a été dit, c'est drôle, on ne retrouvait pas ce qui s'était dit. Et finalement, on revenait sur des thématiques qui étaient plutôt les siennes que les nôtres. Si vous voulez un exemple, dans le cadre du COMOP qui a concerné les écoquartiers, j'ai été pour ma part bluffé de voir à quel point il y avait un accord, là, pour le coup, total, des intervenants sur la participation citoyenne. Mais tout le monde,
étaient d'accord pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'éco-conception sans participation citoyenne. Je vous mets au défi de retrouver cette chose-là. C'est vrai pour ça, c'est aussi vrai pour d'autres choses, notamment la labellisation ou la certification des écoquartiers. Alain Maugard dit a raison, enfin, où on lui prête cette phrase-là, mais je pense que qu'elle est juste, que bon, tout chiffrer ou tout quantifier, ça n'a pas de sens, mais ne pas quantifier ce qui est quantifiable, ce serait imbécile d'une certaine manière, ou gênant, enfin peut-être que le mot imbécile n'était pas le vôtre. C'est sans doute plus vrai pour le bâtiment que pour l'urbanisme, qui est essentiellement un projet politique. Bon, je veux bien dire que zéro rejet d'eau à la parcelle, ça a du sens, mais est-ce que c'est avec ça qu'on va faire un projet politique durable? Non. Et du coup, défendant pour ma part les dimensions sociales et culturelles du projet urbain, je me suis trouvé finalement face à une espèce de mur qui, et alors c'est ce qui était d'ailleurs pour le coup étonnant dans une condition comme ça, qui refusait finalement la dimension politique du projet urbain. Alors que, je suis bien d'accord avec vous, il y a, derrière tout ça, c'est un projet politique qui est en train de se construire et qu'il nous faut construire. En fait, ces COMOP très lourds, enfin celui-là surtout très lourd, était, comment dire, s'appuyer sur une base qui était beaucoup plus active de gens extérieurs, dans des situations où on peut prendre des décisions et qui finalement allaient plus vite que le COMOP. Et voilà, le sentiment à la fin, c'est que ça a été bien, mais pourquoi ? Alors, bien sûr, il y a des petites choses qui semblent passer comme ça, hein, des petits moments où des accords arrivent, où des accords arrivent. Par exemple, la question de la Chonne. Je me suis battu, et Christian de Villers m'avait aidé pour cela, sur la suppression de la Chonne. Il n'est pas dit qu'elle sera supprimée. Il est fait état qu'on ne l'utiliserait plus pour calculer les taxes, ce qui est en fait déjà un point considérable. Mais en même temps, là, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, il y a un débat organisé par l'AREN, je crois, avant même que ce soit l'ADEME, sur le bonus de Chonne. C'est l'AREN, hein, voilà, sur les bonus de Chonne. Donc vous voyez que c'est pas réglé cette affaire. Puisque dès que la machine qui s'amuse à calculer des trucs compliqués se met en route, et ben voilà, ça réapparaît par ailleurs. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, on pourra se parler tout à l'heure ensemble. Il y a plein de points que la loi ne semble pas être capable d'admettre et qui, pour moi, me semblent être des choses totalement indispensables. C'est d'intégrer la vie quotidienne dans les documents d'urbanisme, par exemple. Je n'ai pas vu ce mot-là, ces mots-là. D'ailleurs, je n'ai pas vu non plus le mot architecture. Lisez la loi, cherchez le mot architecture, il n'y est pas. Les textes du Grenelle ne mettent pas en avant le fait que c'est quand même la France qui a revendiqué que la culture soit le 4e pilier du développement durable. Tous les textes ne parlent que des 3 piliers. Donc, merci le ministère de la Culture d'avoir fait son boulot dans cette affaire. Bon, donc c'est pas forcément effectivement l'endroit où on a eu des avancées notables. Alors, ça c'est une très bonne question.
Ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'est clair que c'est une urgence pour nous. C'est évident que si on veut aller justement vers cette transversalité des métiers qui est la condition sine qua non, il faudra bien qu'on sorte de notre chapelle aussi. Alors, je voudrais maintenant passer la parole au COMOP donc 2 et on finira avec l'existant, donc sur la rénovation urbaine et donc Nadia Mabil qui représente, et Alain Mogard est obligé de nous quitter parce qu'il a effectivement le dernier train qui remonte sur Paris. Merci encore. Et je passe donc maintenant la parole à Nadia Mabil qui pourra probablement nous parler du 2, mais aussi transport, je crois. Donc bonsoir. Un petit peut-être un point d'introduction parce que donc moi je vais parler là au nom des communautés urbaines, des 14 communautés urbaines que nous avons qui nous a permis en fait de participer au Grenelle de l'environnement. Un premier point tout d'abord, moi je reviendrai sur la première phase, juste dans le process un peu du Grenelle de l'environnement. Il y a eu toute l'année 2007 où on s'est posé des grandes questions sur la problématique environnementale en lien, en croisant avec les questions de transport et donc la problématique de la ville durable. Et nous, en tant que communauté urbaine, nous n'avons pas été associés à cette première phase de travail, alors que les 14 communautés urbaines représentent à peu près 10 millions d'habitants. Et donc, c'était un peu fort quand même que ces acteurs qui font la ville, qui font les métropoles aujourd'hui et de demain, soient pas invités, on va dire, à cette première phase de discussion. Donc en 2007, nous, on a fait un gros travail de lobbying auprès du cabinet de Borloo, on va dire de ces différents services, ministères, qui a derrière ce grand ministère maintenant du développement durable, en disant que c'était pas possible de continuer comme ça. Et donc notre effort de lobbying, on l'a construit en élaborant une charte des 14 communautés urbaines pour dire, nous, la notion de développement durable, c'est un point important. Et donc, je reprendrai l'idée qu'a exprimé tout à l'heure M. Desto, c'est-à-dire que dans cette charte, on affirme que les métropoles sont les autorités organisatrices en matière de développement durable. Et donc, notre charte, elle fixe justement l'idée que la ville de demain, c'est bien sûr le lien avec les territoires, mais c'est aussi la cohérence de l'ensemble des politiques publiques. Et donc, quand on dit ensemble des politiques publiques, on traite aussi de la question de la culture, mais aussi de la gouvernance, du lien avec les habitants, des acteurs partenaires, institutionnels, publics, privés. C'est le premier point de départ. Cette charte, on l'a présentée à Madame Alliot-Marie, parce qu'on avait difficilement la capacité à discuter avec les services de l'État, et en lui disant, s'il y a une deuxième phase du Grenelle de l'environnement, on veut en être. Et donc, en décembre 2007, on a négocié avec Monsieur Borloo, le ministre, l'idée qu'en tant que communauté urbaine, il y avait un intérêt pour nous à travailler sur certains groupes, dont l'urbanisme, dans les transports, mais aussi l'habitat. On a travaillé aussi sur la problématique des marchés publics, on a travaillé aussi sur l'exemplarité des collectivités. En fait, on a participé à 10 COMOP, ce qui est quand même pas mal. Alors, de ces 10 COMOP, ça nous a permis quand même d'avoir un retour. C'est-à-dire, notre posture, c'est de dire que ce Grenelle de l'environnement, c'est bien, mais c'est pas le Grenelle du développement durable. Et donc, la ville de demain, elle peut pas se faire avec seulement cette loi. Et on va dire, les autres lois, on a parlé des lois 2, 3, on ne sait pas si elles sont enterrées ou si elles vont se retrouver dans différentes lois sectorielles. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, cette loi-là, c'est une première étape, c'est bien, super, mais ça ne suffira pas. Notre deuxième retour d'expérience par rapport à ces travaux, c'est de dire c'est super, il y a eu 33 COMOP, mais avec chacune une vision très sectorielle, et il n'y a pas eu un COMOP pour fixer l'idée de la transversalité. Et quand par exemple, on a travaillé, moi j'ai travaillé dans le COMOP 2 sur le logement social et la nécessité de la rénovation, le COMOP 1 qui travaillait aussi sur les problématiques de logement existants et neufs, nous n'avions à aucun moment des temps de partage de points de vue. Alors, à certains moments, on réimaginait, on réécrivait des choses qui s'étaient pensées 2 jours avant ou qui allaient se penser 2 jours après. Et personne, vraiment, pour nous dire à certains moments, là, l'exercice de transversalité, on vous assure qu'il va se faire. Donc là, vraiment, là, pas super quand même. Autre point de retour d'expérience, c'est que moi, en tant que technicienne, puis un peu comme militante du développement durable, j'ai vraiment pris plaisir à travailler dans ce groupe 2 COMOP. On était 15. C'est vrai que c'est pas le COMOP urbanisme auquel tu as participé. Vous étiez presque des fois 60 ou 70. Nous, à 15,
on peut clairement se dire en 4 heures un certain nombre de choses, on peut faire poser un certain nombre d'objectifs, après on peut dire là ce que vous demandez en tant que collectivité c'est peut-être un peu difficile, par exemple sur le montage d'ingénierie financière, ce qui était attendu, je redirais, c'était quand même pas si simple que ça à imaginer. Donc là, un COMOP, en tout cas le COMOP 2, où on a pu vraiment avancer, faire des propositions à la fois politiques et techniques. Par contre, sur ce COMOP-là et sur beaucoup d'autres, la place de l'élu n'était pas là. C'est-à-dire, en général, que ce soit les réseaux de collectivités, l'ARF, l'AMF, la CUF et bien d'autres, étaient à chaque fois pour beaucoup représentés par des techniciens et non par des élus. Parce qu'il faut le dire, les COMOP, c'était de janvier à mars-avril, période des élections quand même municipales, où là c'est quand même difficile à un moment donné pour un élu d'aller à Paris pendant 3-4 heures, revenir sur son territoire et faire émerger un certain nombre de choses. Et donc le portage politique qu'on aurait pu penser, en tout cas remonter des collectivités, il a été là, mais je pense qu'il n'a pas été suffisamment, affirmé. Ce qui fait qu'au final, on a un Grenelle de l'environnement qui nous propose une première loi, qui c'est vrai fait avancer un certain nombre de choses pour les collectivités qui vont vraiment nous être utiles, en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, en matière énergétique, mais c'est aussi des idées sur la recherche. Par exemple, il y a quand même un volet sur la recherche où on dit urbanisme et recherche, à un moment donné, ça doit bien se croiser. Il y a un certain nombre de choses à imaginer. Par contre, ce Grenelle propose une première loi qui affiche des grands principes. Et ces grands principes, ils sont importants, mais on ne sait pas actuellement comment ils vont se décliner de manière opérationnelle. On nous avait dit, participez au Grenelle, vous aurez une loi cadre, et après vous aurez autant de lois permettant de faire atterrir les choses. Et puis la loi 2, la loi 3, je sais qu'elle est écrite, puisque je les ai eues entre ses mains, ces deux lois, et puis les services de l'État nous disent, peut-être que oui, peut-être que non. Et donc moi, ma grande inquiétude, ça va être de faire atterrir cette loi. Et je ne suis pas bien sûre du calendrier, en tout cas de son atterrissage. Alors si je zoome par rapport au COMOP 2, que s'est-il passé? L'objectif était très ambitieux. L'objectif était de dire qu'il faut réhabiliter les 800 000 logements les plus dégradés d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire placer les bâtiments qui sont classés E, F, G en classe C. Et ça sur un calendrier très serré, puisque l'idée c'était de faire entre 2009 et 2015 ces 800 000 logements en réhabilitation. Alors là, quand vous êtes une collectivité, on vous dit 800 000 logements en 5 ans, sachant que la réhabilitation pour un logement est à peu près affichée à 10 000 €, ça fait quand même un budget assez conséquent, sachant que quand on nous a donné un peu le cadre du travail COMOP, il était quand même fortement attendu que l'engagement financier serait surtout porté par les offices HLM, et par les collectivités. Et pourquoi pas un accompagnement financier de l'État avec là des combines budgétaires assez étonnantes, des taux, des prêts à taux zéro portés par la Caisse des dépôts et consignations, intéressant. Il y en a pour l'instant très peu qui ont été imaginés et mis en œuvre. Donc les retours d'expérience, on ne sait pas trop s'ils peuvent fonctionner et le temps d'amortissement, si c'est vraiment idéal. Et puis, on va dire une difficulté sur ce COMOP, c'est que la clé d'entrée de la réhabilitation des bâtiments, c'est l'énergie. Et c'était seulement l'énergie. Mais pourquoi se poser la question de la réhabilitation seulement sur cette clé d'entrée? Les logements sociaux sont souvent mal situés, ce sont des problématiques de bruit. C'est souvent aussi la question des espaces publics qui l'entourent, c'est les problématiques de sécurité. Mais là, on nous a dit non, c'est la clé d'entrée, c'est l'énergie, seulement l'énergie. Et donc, au final, c'est ce qu'on retrouve dans ce COMOP numéro 2, qui se retrouve affiché dans l'article 5 de la loi, qui avance un certain nombre de choses, qui est de dire oui, la réhabilitation des logements sociaux, c'est important. Par contre, on va faire évoluer le calendrier. Et donc, au départ, le calendrier qu'on nous avait fixé, c'était 2009 à 2015. Et la loi, elle propose en fait un calendrier qui est beaucoup plus élargi, puisqu'il va jusqu'à 2020. Il est bien fixé sur un objectif de 800 000 logements. Mais l'idée qui était affichée, par exemple, dans le logement neuf, d'aller à 50 kWh, là, par exemple, l'objectif, si on peut, c'est 150. Donc, vous voyez qu'on va se fixer un objectif quand même qui est 800 000 logements, avec un budget quand même très lourd, parce que vous faites la multiplication, 800 000 logements fois 10 000 €.
pour atteindre en fait un objectif technique de 150 kWh. Donc on se dit à un moment donné, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et là, on en reste là. C'est-à-dire que les questions, nous, en tant que collectivité, on les a renvoyées. Ce COMOP, il était intéressant dans le sens aussi où il a laissé la place aux locataires, aux associations de locataires. Il y avait aussi l'ADEME, il y avait aussi les SEM qui gèrent un certain nombre de logements sociaux. Donc je pense qu'il y a eu une volonté forte de faire remonter cette idée moins sectorielle, peut-être un calendrier qui soit plus en lien avec les réalités du moment. Mais en même temps, si vous nous demandez d'aller plus vite, nous, en tant que collectivité, on le fera. Par contre, aidez-nous sur les montages, l'ingénierie financière. Et là, c'est là qu'il y a un gros travail, à mon avis, sur le Grenelle de l'environnement. Pas seulement sur l'habitat, mais aussi sur l'urbanisme, les transports. Et puis, un État, des services de l'État qui nous disent c'est vous les acteurs, hein, ça va être les bailleurs, c'est vous les collectivités qui devez trouver l'idée, les outils techniques. Nous, on va vous appuyer, on vous fixe un grand objectif et puis allez-y. Et là, je dirais qu'on sent aussi un peu démunis. Voilà. Alors, je voudrais juste dire, peut-être pas un point sur les transports, parce que M. Desto l'a bien annoncé, et puis nous, communauté urbaine et GART, on était vraiment sur les mêmes orientations. Juste un point qui nous a beaucoup posé souci en tant que communauté urbaine par rapport au COMOP Urba auquel tu as participé, c'est la notion d'écoquartier. On rentre sur ce Grenelle de l'environnement par des outils. Alors, vous avez la trame verte et la trame bleue, vous avez la HQE, vous avez le SCOT, on rentre par les outils. C'est très bien. Et donc là, en matière d'urbanisme, on nous dit la ville de demain, c'est l'addition des écoquartiers. Alors, on va faire des écoquartiers à l'appel, et puis on va vous dire ce que c'est qu'un écoquartier. Et alors, si vous allez à Nantes, à Grenoble, à Lille, vous aurez le même écoquartier. Et nous, en tant que collectivité, on a dit si l'innovation en matière d'urbanisme, elle doit se faire sur le territoire, elle se fera avec les acteurs du territoire et on essaiera d'imaginer l'écoquartier qui sera le mieux adapté aux besoins des habitants, de ceux qui imaginent la ville, qui vont la vivre. Et ce terme même de vivre la ville, de l'imaginer, de la rêver, vous ne la trouverez pas du tout dans le Grenelle de l'environnement, en tout cas tel qu'il est acté dans cette première loi, où moi je trouve que c'est très techno, quoi. Qu'est-ce que c'est techno? Voilà. Merci Nadia Mavil. Tout à l'heure, Philippe nous proposait un petit exercice de sémantique entre la ville nouvelle et la nouvelle ville. Hein, tu en diras un mot tout à l'heure, peut-être pendant le débat. C'est l'appellation qui change. On termine ce premier tour donc de piste avec bâtiments existants dont on sait la part tellement pesante et en même temps tellement importante. Et c'est Olivier qui s'y colle, ayant passé quelques 80 heures gratuitement. Ça va sans dire. Il faut le dire. Gratuitement, comme nous tous, pour effectivement donner sa contribution. Alors, je vais rajouter une petite couche de techno, parce qu'on est en pleine technique, effectivement, dans la rénovation. Mais d'une certaine façon, je suis un peu, par rapport à tout ce qui vient de se dire, je trouve qu'ils ont de la chance, tous mes voisins. Parce que j'ai vécu un comité opérationnel, je le dis franchement, lamentable. Lamentable, et je vais vous expliquer, non pas ce qu'il y a dedans, vous pourrez le lire dans les rapports qui ont été publiés, mais je vais vous dire pourquoi, à coup sûr, on va se casser la figure sur ce sujet qui est pourtant majeur. Il est majeur parce qu'effectivement, la rénovation, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est là que se trouve le grand enjeu en énergie, en carbone, en tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est lui qui conditionne la possibilité ou non qu'on échappe au réchauffement climatique, dont je rappelle qu'on a en gros non pas 50 ans, mais 20 ans pour s'en tirer, puisqu'on a droit à 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, l'océan va jouer le rôle inverse d'absorbeur, il va libérer, on est fichu. Donc on a la nécessité, je rappelle juste ça parce que dans le COMOP, les gens ne le savaient pas. Donc c'est sûr que pour trancher correctement, c'est pas bien parti. Mais on a un objectif hyper ambitieux qui n'est pas le facteur 4, c'est 7, 10, voire le bâtiment énergie positive, comme l'a dit Alain Mogart tout à l'heure. Et on a en plus l'urgence, ce dont à peu près personne n'est convaincu et n'est au courant. Et donc il y avait effectivement dans ce COMOP beaucoup d'espoir au départ, c'est-à-dire qu'effectivement on tenait là un des COMOP, à mon sens, les plus importants, même s'il est très techno, pour la survie de l'espèce. Moi, j'ai pas peur des mots.
Alors le problème, c'est que ce comité opérationnel, ça a été la reprise par l'administration de tout le Grenelle. Le Grenelle, il y a quand même eu un consensus dans les accords de Grenelle. Il y a eu des partenaires très divers, des associations, des professionnels, le patronat. Tout le monde a réussi à se mettre d'accord. C'était quand même assez fabuleux. Donc il y avait des objectifs en plus qui étaient hyper ambitieux. Et puis ces COMOP étaient là en définitive pour mettre un corps autour de ces objectifs qui a été défini. Alors, donc moi le COMOP 3, c'est le COMOP sur la rénovation des bâtiments existants privés. Privés. On n'a pas touché du tout au secteur social. Le président, c'était le président de l'ANA, Monsieur Pelletier, et les deux chargés de travaux, je ne sais plus comment on les avait appelés, chargés de rapporteurs. Il y en avait un pour le tertiaire, l'autre pour le résidentiel, et c'était Alain Jacques de la DGUHC, qui est maintenant à la retraite, et quelqu'un de l'ADEME, Mathieu Orphelin de l'ADEME. Voilà. Alors, je vais vous dire très rapidement pourquoi c'était super décevant et pourquoi on ne va pas y arriver, parce que malheureusement, c'est l'analyse que j'ai faite. D'abord, sur la forme. Sur la forme, deux critiques. La première, sur la représentativité du COMOP. Moi, j'aurais jamais dû être dans ce COMOP. Or, je pense que j'ai une petite légitimité, c'est que ça fait quand même 5 ans que j'ai lancé l'idée d'un grand programme de rénovation en France à 400 000 logements par an, 50 kWh. J'ai été reçu à l'Élysée, j'ai été reçu à Matignon à l'époque où personne parlait de ça, ni de 50 kWh. J'ai beaucoup étudié la chose et j'en ai même déjà réalisé pas mal, des rénovations à ce niveau-là. Donc je me disais, je peux apporter quelque chose. J'étais pas invité. Je me suis retrouvé là parce que je me suis retrouvé à représenter les associations. Parce que Negawatt, l'association dont je suis vice-président, était invitée, enfin en tout cas son président, mais surtout pas moi. Donc je me suis retrouvé là, ce qui n'a pas fait plaisir à un certain nombre de participants. Alors d'abord, et là je rejoins la critique qui a été faite par toi tout à l'heure, j'étais à peu près le seul qui venait d'ailleurs que Paris. C'est Paris qui règle les problèmes de la France dans ces choses-là, il faut le savoir. Donc en gros, la rénovation, c'est comment vous allez régler le problème des bâtiments haussmanniens. Exact, c'est très juste. D'ailleurs, c'est pour ça que ce sont les bâtiments haussmanniens, tu as tout à fait raison. C'est exactement les remarques qu'on nous a... Voilà. Non, c'est quand même grave sur le fonctionnement. Déjà de voir ça, c'est qu'eux, ils ont pris le métro, et vous avez passé déjà 4 heures pour venir les voir. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qui était autour de la table? C'est phénoménal. Il y avait des notaires, des syndics, des banquiers, des assureurs. Il y avait tous ces gens-là qui travaillent dans le financier et dans la gérance de ces trucs-là. Je devais être avec Pierre Errand de l'ADEME, le seul ingénieur. Il y avait évidemment ni les architectes en tant que corps représentés. Il y avait 2 architectes à titre personnel, des copains, pour être clair. Il y avait, non, c'est vrai. Il n'y avait aucune représentation ni de CSTB, ni des industriels, ni des ingénieurs conseils, ni de rien. Ils étaient entre eux. Donc c'est déjà tout à fait étonnant de voir que ces personnes-là, si vous regardez bien leur profil, il n'y en avait aucune qui avait intérêt à rénover. Quand on demandait au syndic qu'est-ce que vous en pensez, ils disaient ça va faire beaucoup. Il y en a même un qui a dit mais vous savez, avec tous les problèmes qu'il y a déjà avec la mise aux normes des ascenseurs, il y a des gens qui sont en train d'aller au tribunal parce que ça fait des gênes. Et vous aurez des gênes, vous aussi, vous serez au tribunal. Alors on a d'un côté le réchauffement climatique et de l'autre côté on a la menace du tribunal parce que ça va faire du bruit quand on va rénover. Non mais c'était ça le niveau. Donc vous voyez, je ne savais pas trop ce que je faisais moi dans cette affaire-là. Alors le problème c'est que en plus ces gens-là n'avaient aucune idée des enjeux. Tout à l'heure je vous ai dit c'est pas 50 ans, c'est 20 ans, c'est des niveaux d'efforts qui sont facteurs 7 ou 10. Et ces gens-là étaient absolument pas au courant. Pour eux, c'est un truc qui est très loin, ça les concerne pas directement. Alors que, donc c'était avec tout ce petit monde-là qu'il fallait résoudre un problème majeur, et dont la lettre de commande disait vous aurez à régler le problème majeur de la mise à niveau des logements au cours des cessions, c'est-à-dire au cours des ventes, et puis vous vous attaquerez aussi aux problèmes économiques et financiers généraux qui vont se poser pour mettre cet immense chantier en place. Puisque, première question que j'ai posée avant tout débat, j'ai dit mais quels sont les objectifs? Parce que je ne les avais pas vus bien. Réponse, il y en a dans le Grenelle. Ça n'a pas été fixé. Puis Alain Jacques a dit si quand même en 2020, le parc de logement, et ça je vous le rappelle quand même, en 2020, le parc de logement tel qu'il sera, c'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui, plus tout ce qu'on va construire, 38% de consommation de moins en énergie pour le chauffage et l'eau chaude. C'est pas rien. Quand vous faites le calcul dans l'autre sens, c'est 700 à 800 000 logements par an à moins de 50 kWh. Donc on a intérêt à se dépêcher. Donc
voilà, déjà, il n'y avait pas d'objectif clairement assigné. On partait dans un travail rapide. Hein. En 10 jours, on a vu nos 6 séances. Là, c'est rapide, très vite, urgence. On a fait tout ça sans objectif très précis. Donc, ça commençait assez mal. Deuxième problème, de forme, cette fois toujours, les conduites des réunions, c'était impressionnant. Combien de fois je me suis fait remettre à l'ordre? Monsieur Sidler, vous allez répondre à la question dont on débat là ou vous sortez du sujet? Non, c'est-à-dire j'ai une petite remarque par rapport... Non, alors monsieur Untel. Donc on pouvait seulement répondre à un cadre qui était parfaitement défini dès le départ. Point 1, point 2, c'était ce qu'il fallait négocier, discuter. Enfin, négocier, c'est même pas le mot. On discutait, on avalisait, voilà. Et très vite, la plupart des participants ont eu le sentiment, et moi le premier, d'assister, d'être un peu la caution d'un truc déjà tout prêt. Tout était tout prêt. D'ailleurs, il y a une femme d'un ministère un jour qui m'a dit « Mais je ne sais pas pourquoi vous discutez, moi j'ai déjà le texte de loi. Alors ça ne sert à rien tout ce que vous faites. » Bon, très bien, ok, on a quand même continué pour faire semblant. Mais c'était ça, tout était joué. Simplement, il y avait un semblant de concertation qui était tout à fait exécrable. Alors, moi, là où j'ai été très déçu, c'est que c'est vrai que la conférence Grenelle septembre-octobre, ça a fait naître d'énormes espoirs. On s'est dit enfin, il y a une prise de conscience, on va faire des choses. Puis là, on s'est trouvé avec des gens d'où l'optique, c'était tout le contraire, c'est-à-dire la fermeture du débat. On n'ouvre pas le débat, on le ferme sur des propositions figées. On savait très bien qu'est-ce qu'il les avait écrites. Hein. Maintenant, il est à la retraite, c'est bien, c'est très bien, même pour la France, j'insiste. Et puis, l'absence totale d'inventivité. Il y a plusieurs personnes, parce qu'évidemment, moi je suis passé pour l'emmerdeur, mais il y en a quand même d'autres des gens avec bien tout, la cravate, tout, hein, qui ont dit mais alors attendez, il fallait des choses révolutionnaires, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. C'était ça. On avalisait des choses et puis on avançait comme ça. Alors la deuxième chose, c'est maintenant sur le fond. Sur le fond, pourquoi on va se planter? On va se planter, mais je le dis franchement, on ne va pas faire 10% de l'objectif, hein. Même pas 10% de l'objectif. Il y a 5 raisons. La première, c'est que tout est assis sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire on est d'accord, il ne marche pas très bien, on se donne 3 ans pour le faire super bien marcher. Et puis, c'est lui qui va faire que les gens vont avoir envie de rénover leur logement. Alors, pour avoir quand même depuis 30 ans fait pas mal de diagnostics avec des outils plutôt lourds, genre simulation dynamique, je peux vous assurer que prévoir la consommation d'un logement, c'est à peu près impossible. Vous avez un tas de paramètres que vous ne connaissez pas. Déjà, le taux de renouvellement d'air. Et puis, qui est-ce qui fait le DPE? Si vous avez bien regardé, c'est des gens qui savent distinguer le chaud du froid. C'est tout. Donc, ils viennent chez vous. Et puis, oui, c'est ça. Hein, les gens qui font le DPE, c'est pas des ingénieurs, hein, forcément. Ils font déjà l'amiante, les thermites, ils font le DPE. Et moi, j'en ai même eu qui l'ont fait par téléphone, le DPE. Par téléphone. Alain Jacques m'a dit, c'est pas vrai, c'est en Allemagne. Non, j'ai dit, c'est en France. Je vous donnerai pas le nom, mais c'est en France. Donc voilà, on assied toute une politique, parce que c'est clair, tout est fondé sur le DPE, alors que ce document ne marchera jamais, je vous le dis, c'est une perte de temps et d'argent. D'autant plus qu'on sait où on veut aller, et qu'on n'a pas besoin de savoir d'où on part pour savoir ce qu'on va mettre en œuvre. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais le diagnostic est complètement inutile. Donc ça, c'est la première chose. Mais à la fin du DPE, il y a les incitations. Il y a ce que vous devez faire. Et alors, qui est-ce qui vous dit ce que vous devez faire pour arriver au facteur 4? Monsieur chaud et froid. Ah oui, il fait ce qu'il veut. Il va décider que 5 cm, c'est super bien. Il ne sait pas ce que c'est que le facteur 4. Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais c'est lui qui va vous conseiller dans le DPE. Et c'est sur ces bases-là qu'on va engager un grand programme de travaux national. Eh bien, bonne chance à ceux qui partiront dans cette direction-là. Deuxièmement, toute la politique de ce COMOP a été fondée sur l'incitation. Nous sommes des grands libéraux. Nous sommes des grands libéraux, donc on n'impose rien à personne. Et donc on fait une stratégie qui effectivement va amener les gens tout seuls à se dire « Ah ouais, il faut que je fasse les travaux, c'est un peu emmerdant, mais je vais quand même le faire ». Alors, pour faire ça, il faut effectivement que vous ayez de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour arriver à ce que l'incitation fonctionne. C'est complètement inefficace. Parce que les Allemands, qui sont très en avance sur nous, qui savent faire de la rénovation à très basse consommation, ils ont un système qui est déjà très cher. Ils vous donnent, selon l'objectif que vous assignez, entre 20 et 30% du coût des travaux. Ils vous le donnent. L'État vous le donne. Vous n'avez que le solde à financer. Et ce solde est financé par des prêts type Caisse des dépôts et consignations chez nous, c'est-à-dire que c'est quand même hyper favorable,
Et ben avec ça, ils rénovent 1% de leur parc par an. C'est pas facile à dire. 1% par an, ça va leur falloir 100 ans. Or, la coalition au pouvoir a décidé qu'en 20 ans, elle aurait réglé son problème. Donc, il va falloir qu'elle change de stratégie et elle va directement vers de l'obligation. Donc, nous, sans mettre tout cet argent sur la table, on est parti effectivement dans une stratégie dans laquelle on va demander aux gens de faire, mais on ne sait pas non plus quoi, on ne sait pas ce qu'on leur demande, et on leur donne même pas l'argent des Allemands, donc on va faire 0,1% de rénovation du parc par an. Avec cette vitesse-là, on n'est pas sorti d'affaire. Troisième critique, on a devant nous un patchwork complètement illisible de solutions. Lisez ce rapport, c'est phénoménal. Alors des fois, il y a des points d'interrogation au bout de la proposition, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Ça touche tout ce qui est l'obligation. Et puis, il y a deux mesures. Il faut reconnaître, il y a deux mesures fortes qui sont bien. La première, c'est le verdissement du prêt à taux zéro, c'est-à-dire que le prêt à taux zéro va être destiné aux rénovations et on a mis le plafond assez haut, à 40 000 euros par logement. C'est-à-dire qu'en principe, s'il est effectivement attribué à tout le monde, ce qui devrait être le cas, eh bien, le financement est acquis. Alors après, je ne sais pas comment on en trouvera l'argent pour ça. Puis la deuxième mesure, qui est une mesure de bon sens, c'est le reciblage du crédit d'impôt. L'État s'est aperçu que dans le crédit d'impôt actuel, il y a 1,9 milliard pour remplacer des simples vitrages et mettre des doubles vitrages ordinaires. Je ne sais pas si vous voyez, alors qu'il faut du triple vitrage peu émissif à l'argon. Donc, et puis il y a 5 millions, pas milliards, 5 millions pour isoler les murs. Voilà le résultat du crédit d'impôt tel qu'il est défini aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on finance l'amélioration de la qualité intérieure des logements, mais pas du tout la performance énergétique. Donc l'État a compris ça et l'État a dit on va le cibler. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas quelles seront les cibles, mais maintenant, bien, si vous changez votre vitrage, vous avez le crédit d'impôt si vous mettez du triple vitrage peu émissif à l'argon, vous avez le crédit d'impôt si vous isolez vos murs avec 15 cm, je ne sais pas ce que va décider l'État, mais il y aura une conditionnalité qui n'existe pas aujourd'hui. C'est les deux mesures bien, sinon tout le reste, c'est illisible. Il y a des dizaines et des dizaines de mesures, et ça s'adresse à qui? Aux particuliers. C'est-à-dire que c'est absolument l'inverse de ce qu'il faut faire au lieu de faire un schéma clair où on sait où on doit aller. Vous avez une quantité de solutions sur lesquelles les gens ne risquent pas de se diriger. Enfin, quatrième chose plutôt, et j'en ai 5, un dispositif qui n'a absolument pas été évalué. Alors ça, c'est impressionnant. On a discuté d'un tas de mesures. Je vous rappelle qu'on n'avait pas fixé d'objectif au départ, ça facilite quand même les choses. Et deuxièmement, aucune de ces mesures n'a fait l'objet d'une évaluation pour dire on va faire ça, ça va coûter ça, et on atteindra telle économie d'énergie ou tel nombre de logements rénovés. Rien. On va dans l'aveugle, on avance comme ça, on a un patchwork de mesures, on ne sait pas ce qu'elles rapportent, elles ne sont pas évaluées, les gens, on leur dit même pas ce qu'il faut faire, donc vous voyez avec ça, quelle stratégie on va avoir, j'en ai absolument aucune idée. Alors évidemment, ce n'est pas possible de piloter un dispositif dans lequel il n'y a pas d'objectif clair et où on ne sait pas ce que chaque mesure va provoquer. Donc ça aussi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si on veut faire le bilan, je ne sais pas sur quelle base on les fera. Moi, j'ai demandé qu'il y ait des évaluations, parce que partant comme ça, je suis sûr qu'on arrivera effectivement à rien du tout. Puis la dernière chose, je pense qu'on a là un dispositif d'une complexité telle qu'il ne peut avoir été imaginé que par des Parisiens qui ne sont pas sortis de Paris. Qui va rénover? Les logements rénovés sont ceux d'avant la réglementation de 75. Alors si on ne cherche pas à savoir de quoi sont constitués ces logements, on fait une erreur stratégique grave. 53% de ces logements, c'est des maisons individuelles. Et 20% supplémentaires, c'est des bâtiments entre 2 et 9 logements. Donc, qui va rénover? Les artisans, pas Bouygues. Et à partir du moment où vous vous adressez à des artisans, vous parlez le même langage qu'eux. Vous n'allez pas les bombarder de DPE, de méthodes de calcul, de choses comme ça. Quand j'ai rencontré la CAPEB, ils m'ont dit « Ah, surtout pas de calcul ». Non mais riez pas, non. La réalité est là. Et donc l'idée, je ne suis pas là pour en parler, mais l'idée de la solution universelle que j'ai proposée, qui est un truc où on fait tous la même chose partout, qu'on soit à Dunkerque ou à Marseille, ça résout le problème. Parce que chacun sait mettre une résistance, elles seront repérées par des points rouges, bleu, vert, selon la nature de la paroi. Ça, c'est adapté au problème qui nous est posé de la rénovation. Tandis que partir dans un truc qui est un truc de technocrate dans lequel on va s'engluer, on est sûr que de ça, il ne sortira rien. Voilà pourquoi je suis sorti extrêmement découragé, je n'ai même pas fini la dernière réunion, je suis parti avant, je suis sorti extrêmement découragé de ce COMOP, parce qu'on avait là ce que pouvait produire de pire une administration découpée complètement des réalités du terrain. Et je pense qu'elle l'est, cette administration. Alors, après ça, j'ai écrit
au ministre Borloo, un courrier que j'ai là, à Nathalie Kosciusko-Morizet, à Alain Mogart, et puis à Dominique Dron qui pilote l'ensemble des COMOP. Bon, Dominique Dron et Nathalie Kosciusko-Morizet ont accusé réception de la lettre, les autres non, mais je ne pense pas que ça ait changé grand-chose, puisque le projet de loi tel qu'il est là, il y a même une régression phénoménale qu'a pas dite Alain Mogart, c'est que EDF, parce que c'est quand même EDF qui n'a pas bien compris l'histoire de l'énergie primaire et l'énergie finale, EDF a réussi, c'est vous dire, on sait par qui, hein, un industriel qui connaît le Premier ministre, a rajouté des coefficients qui vont permettre de passer dans les 50 kWh avec de l'électricité, mais pas du tout en primaire, en finale. Autrement dit, on est sûr que 100% des logements vont être à l'électricité cette fois. Ils avaient peur de perdre des parts des marchés, ils étaient à 85%. Mais là, ils seront à 100%. On n'a plus aucun intérêt. Quand un convecteur est autorisé, ben vous le mettez, c'est pas cher quand vous faites de la rénovation. Et là, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut, puisque, comme l'a dit Alain Mogart, c'est en énergie primaire qu'il fallait raisonner. Donc, on est en train d'aller exactement à l'opposé de ce qui a été décidé lors de ces grands accords. Je pense que ce sont de très grands accords à Grenelle au mois d'octobre. Juste un tout petit pont, si tu me permets encore, Christian. J'ai bu du petit lait tout à l'heure quand Alain Mogart a raconté comment il fallait fonctionner. On a un projet, il se trouve que c'est à Grenoble, mais c'est un concours, donc je ne vais pas en dire plus, sur un bâtiment de bureau. Ce bâtiment de bureau, on a poussé le bouchon très loin, un peu comme il a dit là. On est à 26 kWh par mètre carré pour tous les usages, le chauffage, le rafraîchissement, tout ce que vous voulez, l'éclairage, la bureautique, tout. L'énergie grise, c'est 1300 kWh par mètre carré, donc 50 fois plus. Et pourtant, on a fait des efforts sur ce bâtiment-là. Ça veut dire que l'énergie grise, c'est 50 années de la consommation totale de ce bâtiment qui est déjà très performant. Et on a voulu aller plus loin, ce qu'on ne fait jamais dans un concours, et ça aurait été bien que Michel Destot soit aussi là. On a voulu voir quel était le poids énergétique, carbone, etc., d'un type qui vient travailler à Grenoble et qui habite à 20 km et qui vient en voiture tous les jours. Vous avez entendu le premier chiffre, 26 kWh par mètre carré, c'est la consommation d'ensemble du bâtiment. Et bien là, si je rapporte au mètre carré de salarié, on lui a donné 10 mètres carrés, c'est 645 kWh pour son transport en voiture. C'est-à-dire 24 fois la consommation du bâtiment. Alors comme m'a dit, j'ai dit ça tout à l'heure à Mogart, il me dit oui, mais c'est pas une raison, on va quand même faire le bâtiment pour leur montrer qu'on est bon, mais ça repose immédiatement la suite du débat qui a déjà été abordé par tous mes voisins, c'est-à-dire celui de l'urbanisme, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tous vivre en centre-ville. Hein. J'ai fait un autre choix et je pense que ce choix est aussi très bon, mais il faut trouver d'autres moyens de travailler. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Le problème se déplace au fur et à mesure qu'on pousse des montagnes, ça se déplace dans d'autres endroits. C'est clair que chez Bouygues, chez Challenger, on a fait le diagnostic l'année dernière, le transport, même à 20 km, il est inférieur à la consommation d'énergie du bâtiment. Je veux dire, quand on commence à être très bon, on arrive dans ces paradoxes-là, et ça veut dire qu'effectivement, il va falloir travailler sur l'ensemble des thèmes. Merci, Christian. Merci beaucoup, Olivier, pour ce témoignage qui nous a permis, je crois, finalement, au travers des cinq intervenants là, de se donner une vraie réalité de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois et des déceptions qui sont à la clé de ça en ce moment, c'est-à-dire où effectivement vous avez des engagements très puissants, des meilleurs de leur sujet, qui ont essayé de participer d'une manière un peu comme ça modeste, mais en même temps très militante, très très humble, et qui se rend compte qu'on bute toujours et encore et encore et encore devant un appareil d'État administratif qui tient complètement les manettes. On a récemment quelque chose qui est très inquiétant également, qu'on a lu dans la presse récemment, c'est la disparition du ministère de l'écologie. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là, mais de fait, au travers de la réorganisation des structures de l'État, du rassemblement actuel des différentes directions, le ministère de l'écologie en tant que tel, portant donc un certain nombre effectivement de thématiques environnementales fortes, est en train d'être fondu littéralement dans le fameux MEDAT et avec une prise de pouvoir complète. Des grands corps, comme on les connaît, les Expons, etc., etc. Et ça, c'est tout à fait alarmant
d'entendre ces choses-là. Alors, maintenant, ce que je vous propose dans la dernière demi-heure, 3/4 d'heure qui nous reste, c'est que peut-être il y ait déjà une réaction des intervenants entre eux pour voir si certaines choses les ont alertés, et puis surtout très vite poser un certain nombre de questions. Laurent Gaillard, directeur de l'urbanisme, peut-être nous rejoindra pour remplacer Michel Destos s'il y a besoin. Et puis, je vais vous confier très vite la parole. Est-ce que l'un ou l'autre, Françoise Hélène, est-ce que tu as envie de réagir un tout petit peu, vu que maintenant ton ennemi juré est parti? Ouais, non, je voulais dire simplement qu'effectivement, il y a une moi, j'ai été extrêmement déçue de lire tout ce que j'ai lu comme résultat du COMOP de manière générale. Mais quand je suis allée présenter mon rapport au COMOP numéro 1 que présidait Mogard, je suis allée le présenter assez longuement, j'ai été applaudie, puis la réunion n'était pas finie, puis je suis restée assise. Et Alain Bogard m'a dit, vous avez fini, madame, vous pouvez sortir. Voilà, il fallait que je sorte. C'est tout, quoi, ça veut tout dire. Et c'était reprise de pouvoir technocratique là-dessus. On parle d'EDF, là on vient de parler d'EDF, hein, et des pressions qui sont faites au niveau des calculs des coefficients d'énergie grise. Mais donc quand EDF aujourd'hui finance des panneaux photovoltaïques, il faut avoir le label HQE. HQE c'est qui? C'est Mogard. C'est tout. C'est coincé, la machine elle est bloquée, elle est coincée. Tous ces gens-là s'entraident. Voilà. Et ça marche très bien comme ça. Et l'association HQE, c'est aussi la Farge, et puis c'est aussi... et puis voilà, c'est tout. Donc, moi, personnellement, je continuerai à me battre. Je ne vous cache pas que j'ai eu un autre rendez-vous avec le ministre et qui me laisse quelques espoirs. J'espère pour que ça ne reste pas au niveau où c'est aujourd'hui. Je voudrais juste rebondir sur la notion de transversalité que tu avais mise en avant. Dans une discussion avec Nathalie Kosciusko-Morizet, je mettais en avant quelque chose que je redis toujours. La question, c'est la ville. Mais la ville, pas l'urbanisme, l'architecture, le bâtiment, les transports. La ville. Je l'ai d'ailleurs dit l'année dernière dans le cadre de la réunion des enseignants des écoles d'architecture qui enseignent le durable. Et les enseignants ont eu la même réponse que la ministre. Du genre, on n'étudie pas la ville puisqu'elle est absolument dans tous les sujets. Or, la ville, c'est pas la somme de tous les sujets. C'est un objet en soi. Et la réponse de la ministre après, ça a été de dire, mais il y a un ministère pour ça. Où était la ministre Boutin dans le cadre du Grenelle? On ne l'a pas entendu. Et ça renvoie à ce que disait Françoise Hélène. On est dans des logiques structurelles. Aujourd'hui, là, où est l'architecture dans cette affaire? Entre la technique et les arts plastiques, on ne sait pas où elle est. Quelque part du côté de la ville, on ne sait même pas penser la ville. Donc le sujet, c'est bien celui qui nous manque, et vous avez raison de réagir sur ça. Il y a à penser la ville durable aujourd'hui autrement que comme une somme d'écoquartiers. Logiquement, l'écoquartier, d'ailleurs, ne devrait pas exister sans ville durable. Oui. Quand on a là actuellement en fait le Grenelle de l'environnement, pour être clair, en tant que collectivité, il ne nous satisfait pas, et donc on est en train de produire, mais comme je crois beaucoup d'autres réseaux, une contribution en disant ce Grenelle, c'était une première étape. Bon, vous nous avez fait rêver, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Et c'est vrai qu'il y a des sujets comme par exemple la problématique énergétique. Elle est quand même très fortement montée sur ce Grenelle de l'environnement. C'est bien, mais on aurait pu imaginer que d'autres sujets soient portés. Et c'est vrai que, par exemple, la notion d'écoquartier, quand même, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'est énormément crispés, parce que l'écoquartier, on y rentre par l'énergie et seulement par l'énergie. Alors, je voudrais quand même dire que dans ce projet de loi Grenelle de l'environnement, il y a 4, en fait, grandes thématiques. Il y a la question de lutter contre le changement climatique.
il y a santé, environnement, économie fonctionnelle, préserver la biodiversité et les ressources naturelles, et il y a quand même un axe qui est instaurer une démocratie participative. Donc on se dit que, bon, quand même, la notion de gouvernance, elle a été discutée dans différents COMOP, ils ont essayé de la faire atterrir à un moment ou à un autre. Mais quand vous regardez exactement comment ça va se décliner en tant qu'article, on trouve tout et rien à la fois. C'est-à-dire que c'est une gouvernance, on avait imaginé une gouvernance écologique qui permet de vraiment faire regrouper les différents acteurs qui, sur des territoires ou sur la ville, peuvent réfléchir, faire des propositions. Bon, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la loi encore va nous dire comment on doit participer, comment on doit concerter, comment on doit gouverner la ville ou le territoire. Et je pense que c'est pas ça qu'on attendait dans le Grenelle de l'environnement. Donc, moi, je reste dans l'idée que écoquartier plus écoquartier, ça fera pas la ville de demain. Pourtant, c'est quand même ça vers quoi beaucoup de gens nous poussent à aller. Donc là, vigilance, vigilance. Avec une ingénierie des écoquartiers, des labellisations d'écoquartiers, des cotation d'écoquartiers, etc. Enfin, tout le bazar qu'on connaît bien et qui est effectivement en préparation derrière. Olivier, tu veux juste encore un mot. Non, là, tu exagères, mais bon, une petite minute. Pardon Cours, je vais vite, on laisse la... Tu connais. Philippe, tout à l'heure, vient de dire penser la ville durable. Je crois que c'est monumental, c'est énorme ce qu'il demande, ce qu'il faut faire. Et à côté de ça, tous les problèmes techniques que moi j'évoque, c'est de la gnognotte. C'est-à-dire qu'à la fois, il est insatisfait, mais je pense qu'il s'attaque à une telle montagne, et je ne sais pas comment cette chose peut être pensée, que, bon, effectivement, il est découragé. Ce que je vous ai dit n'est pas non plus très encourageant. Ce que dit ma voisine non plus n'est pas très encourageant. Mais je voudrais quand même apporter une note d'espoir. Il y a beaucoup de jeunes ici, beaucoup d'étudiants. Moi, ça fait 35 ans que je me bats contre ces thèmes-là. Il ne s'est rien passé pendant en gros 30 ans. Et depuis 5 ans, ça bouge, et depuis 2 ans, ça explose. Il faut quand même voir la dynamique. On est insatisfait, c'est normal. Si on est insatisfait, ça veut dire qu'on va pousser encore plus pour que ça avance. Mais bon sang, le changement qui s'est opéré, ne serait-ce qu'en 2 ans, il faut quand même le voir. Moi, je voudrais juste dire 2-3 trucs qu'on est en train de vivre en ce moment. Formation, c'est vrai, il y a un problème de formation. Ça fait 7 ans que je fais des formations par petits groupes de 15, 30 architectes, ingénieurs. Puis là, j'en ai eu marre. Je dis, c'est pas l'échelle du problème. On a mis une annonce avec la région Bourgogne avec laquelle on travaille, sur des constructions de bâtiments à très faible consommation. La région a dit, nous, on fait une formation qui est gratuite. 3 jours, je fais les mêmes cours que d'habitude en 3 jours. En 12 jours, on a eu 400 inscrits. On a dû fermer les formations. Donc, je veux dire que ça c'était pas pensable il y a quelques années. En Bretagne, où j'ai été il y a pas longtemps, ils me disaient, quand on lançait des formations, il y avait 5 inscrits. Donc, c'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça y est, tout le monde a compris, tout le monde y va. Bon, les industriels, c'est vrai qu'ils sont dans les labels, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément où on aimerait les voir, n'empêche qu'on ne fera rien sans eux. Et qu'il vaut mieux une stratégie, c'est celle que j'ai adoptée, d'accompagnement. J'ai pas toutes les mêmes idées, puis je m'amuse à les tenser, parce que dans le fond, j'ai plus rien à perdre, et c'est le rôle, mon rôle. Et dans le fond, ça les fait bouger. Ça les fait bouger. Vous savez ce que j'ai fait l'été dernier? Le diagnostic du siège social de Bouygues Challenger pour le faire passer en énergie positive. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais il y a 3 ans, il y a 2 ans même, je pense que ça n'aurait pas été imaginable. Donc moi je suis dans cette espèce de mouvement. Bien sûr qu'on sera toujours insatisfait dans l'immédiat, mais ça veut dire que tout le monde commence à penser à ça. Il y a encore 10 ans, on était tout seul à penser. Donc il ne faut pas se désespérer, sinon on est foutus. Si vous, les jeunes, vous n'avez même plus d'espoir alors que vous n'avez pas commencé à travailler pour certains, je ne sais pas où on va. Et là, je partage l'idée d'Alain Mogart que faut quand même y aller avec un minimum d'espoir qu'on peut faire changer les choses et pas écouter les vieux croutons qu'on est vous dire il y a tout qui est foutu parce que y a quand même une dynamique dans cet océan-là. Je vais demander à Jean-Luc Chevalier du CSTB Grenoble de remplacer son père. Comme ça, il prendra les tomates pour lui. Merci Jean-Luc. Et puis, on va tout de suite passer le micro dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en vois. Tous ceux qui ont envie de poser une question peuvent lever la main pour que j'ai une idée du temps que je consacre à tout. Je passe la parole tout de suite à Daniel. Oui, Daniel Fauré. Je suis ingénieur, mais j'enseigne aussi en école d'archi. Et je préside Envirobat Méditerranée, qui est le cousin de VAD. Nous, en Provence, on a cru au rapport Jourdain.
bon, c'est sûr que j'y ai participé, mais on a imposé la lecture à tous les acteurs du bâtiment. Et à notre surprise, ils ont aimé. Ils ont aimé, donc c'était en octobre à peu près. Et on a proposé, plutôt que de se lamenter, parce que c'est vrai que les Provençaux souvent sont un peu des râleurs quand même. Et donc on a dit, cette fois-ci on râle plus, on agit. Et on a décidé de créer une structure professionnelle qui est innovante parce que elle regroupe tous les acteurs du bâtiment. Ça va de l'ordre des archis au syndicat, la Chambre des ingénieurs, la FRB, enfin, tous les institutionnels, plus des adhérents directs. Et cette nouvelle association a pour but de créer une culture commune entre tout le monde dans l'action concrète de terrain. Voilà, donc on a la chance d'avoir une région qui a mis des ronds sur le durable grâce à un accord historique entre les socialistes et les Verts. Les Verts ont été très intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont dit aux socialistes, vous financez ITER, mais chaque fois que vous mettrez 1 euro sur ITER, vous en mettrez autant sur les énergies renouvelables et l'environnement. Ce qui fait qu'on a quand même 75 millions d'euros à dépenser. Et donc ça, c'est pas mal, ça nous aide. Voilà. Mais pour une fois, la région PACA va se prendre en charge, et ça c'est nouveau, et on est en train de lancer un certain nombre de choses, en particulier, on voudrait tester le label durable en Méditerranée, avec des méthodes à nous. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui ont les mêmes idées, on serait heureux de travailler avec eux. Merci Daniel pour ce témoignage optimiste. Témoignage qui nous montre bien que, effectivement, les solutions, la solution et l'espoir que Olivier appelle de ses voeux aussi, il part des gens, des acteurs, des terrains, d'en bas, et qu'il ne faut absolument pas attendre, effectivement, du haut. On s'y est frotté, et voilà, on est tous un peu la même conclusion. Eh ben, ça marche pas, quoi. Hein. Donc, voilà, continuons à nous regrouper dans les bases, dans le bas, à expérimenter, à faire dans les territoires. Et puis, à la limite, ce qui se passe là-haut, hein. Bon. C'est très important ce que dit Christian. Et les expériences, j'insiste sur ça, les 2 projets européens, ZAC de Beaune à Grenoble et ZAC de la Confluence à Lyon, les 2 projets Concerto, c'est eux qui ont donné naissance à tout l'imaginaire en France, qui a permis de se libérer sur ces questions de bâtiments à très faible consommation. Quand on a lancé les objectifs, c'était en 2003, on nous a pris pour des cinglés. Mais vraiment, puis moi je me disais, bon, on va mettre la barre très haut. Aujourd'hui, c'est même plus suffisant. Mais c'est eux qui ont tout permis. Et j'insiste, quand tout à l'heure j'entendais dire on est bloqué par le... Non, c'est dans les régions que la France va avancer. C'est dans les régions que tout se passe aujourd'hui. Moi, je ne m'occupe plus des organismes d'État, je ne travaille plus qu'avec des régions. La Bourgogne, c'est impressionnant, on connaissait que le pinard, ils ne faisaient jamais d'efficacité énergétique, jamais rien. Ils sont en train de passer en tête parce qu'il y a des gens qui en veulent. Eh bien, travaillons avec ces gens-là, et c'est comme ça que ça avancera. Juste une chose pour les promoteurs, une anecdote, je vous entends déjà rire d'ici là. Un promoteur très connu qui m'appelle l'autre jour, je ne veux pas dire qui c'est, et puis on s'était jamais vu, il me connaissait de nom, mais pas, il m'a jamais vu. Puis il me dit, il voulait travailler avec moi, puis il me dit, vous savez, monsieur Sidler, depuis 10 ans, nous les promoteurs, mais qu'est-ce qu'on a gagné comme pognon? Mais qu'est-ce qu'on a gagné comme pognon? On n'était plus des constructeurs, on était des banquiers. Donc quand vous entendez ça, vous vous dites que les marges de manœuvre, elles sont conséquentes, et que quand j'entends parler du marché, je me marre. Nous, on leur construit à 1100, 1200 euros, ils vendent ça à 3500. Et c'est où la différence? C'est pas dans le prix du terrain. Hein? Donc, il ne faut pas se tromper sur ça. Il faut que les promoteurs... Non, c'est important de savoir... Non, mais peu importe, j'en pense, mais je veux dire que moi, j'ai un promoteur en Bourgogne qui me fait de la maison passive. Il m'a dit, je la vends à 2200 euros. Voilà. C'est important. Laurent, une question? Oui, Laurent Boiteux de l'Agena. Je voulais sincèrement, mais je suis vraiment sincère, je suis arrivé ici très fatigué et je repars avec le moral vraiment vers le haut. Et je voudrais l'expliquer parce que moi je suis un vieux crouton, je voudrais l'expliquer à tous les jeunes ce qu'il y a ici parce que c'est eux qui font. C'est pas les vieux croutons comme moi. Je vais expliquer pourquoi j'ai le moral qui est remonté au maximum maintenant. C'est parce que le Grenelle de l'environnement, il est arrivé parce qu'il y avait, qu'on le veuille ou pas, une demande sociale. Il est venu de quelque part, on a su, les lobbying économico-politico, je sais pas tout quoi, là-haut, on sentit qu'il fallait lancer le débat. Le débat a eu lieu, peut-être que les considérations sont pas bonnes et autres, mais quelque part on s'en fout. Ça a montré qu'il y avait un vrai bras de fer qui était en réalité entre
les gens d'en bas, comme on parlait, je ne sais plus quel ami, là, il y a quelque temps, et puis et les gens d'en haut, puisqu'il paraît qu'il y en a en haut. Donc là, ce qu'on entend, c'est qu'il faut faire une révolution culturelle, sinon elle sera économique puis militaire. Pour moi, c'est extrêmement simple dans l'ordre des choses. La révolution culturelle, elle passe, puisque l'acteur politico-économique ne prend pas ses engagements, par une désobéissance civile. Clairement, je pose bien mes mots quand je dis ça, une désobéissance civile professionnelle. Professionnelle. Donc, qui est-ce qui va pouvoir faire ça? Parce que nous, on est trop vieux. C'est les petites jeunes qu'il y a dans la salle, là, les architectes, ingénieurs et compagnie. Et de par ma modeste expérience en architecture, je voudrais simplement leur rappeler que si les chiffres des ministères sont justes, il disparaît actuellement 1000 mètres carrés d'espace cultivable par minute en France au profit de l'urbanisation. Hein, on vous annonce 60 000 hectares, calculez, ça fait 1000 mètres carrés par minute. Et qu'à l'inverse, on nous dit aussi qu'il y a 360 000 hectares de friches urbaines disponibles en France. 360 000 hectares. C'est ce que l'État nous dit. Hein. En diocèse, en militaire et en friches industrielles. Conclusion, les petites jeunes, allez-y à Donf pour faire de l'écolo, quelle que soit votre volonté, que ce soit HQE ou écolo puriste Khmer vert, d'un extrême à l'autre. Allez-y, faites votre gagne-pain là-dedans, montrez que vous savez faire, et ça ira tout seul. Et merci de nous avoir remonté le moral, de nous avoir expliqué que c'était à nous de faire et de ne pas attendre par d'autres. Donc merci beaucoup. Philippe Oui. et Jean-Luc Chevalier. Oui, dans le sens remonter le moral, je voudrais revenir sur la remarque d'Olivier tout à l'heure qui disait qu'il était normal que j'ai pas le moral puisque j'essaie de penser la ville durable et que le sujet est trop vaste. Non, j'ai pas eu le moral avec le Grenelle, mais si j'étais pas optimiste, je serais pas architecte, je serais pas urbaniste. Le moindre de mes traits engage plus de 20 ans, bien au-delà de 20 ans. Je pense que on est obligé de penser la ville, d'abord parce que c'est la condition humaine du XXIe siècle, et c'est donc la vôtre, c'est celle pour laquelle vous allez œuvrer. On est obligé de la penser à partir du social et du culturel pour mettre en œuvre la technique, et non pas l'inverse, parce que la technique passe par une compréhension culturelle et sociale. Vous ne partagerez jamais les enjeux techniques à atteindre si vous les imposez. Donc tout le travail qui est à faire est celui-là. Et du coup, de changer les valeurs, de changer le sens des choses. Bon, tout à l'heure, j'entendais la voiture signe de liberté. Je suis désolé. La voiture en métropole, c'est l'aliénation, c'est la perte même de la liberté. Vous dépendez du voisin, vous dépendez du prix de la pompe, vous n'êtes plus libre du tout. Ces valeurs-là, il faut les renverser. Je travaille à Rocamadour. À Rocamadour, je dois vous dire, c'est la liberté, on va dire même c'est la nécessité. Mais à Paris, c'est l'inverse de tout ça. Donc effectivement, faisons en sorte que on pense différemment en fonction des lieux, en fonction des conditions, en fonction des territoires, à la fois du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, certainement. Mais pensons ça pour inventer une autre manière de vivre. Parce que l'enjeu, c'est d'inventer une autre manière de vivre. Regardez bien. On améliore la voiture, comme on améliore le chauffage. On a réussi à faire en sorte qu'elle consomme moins, qu'elle pollue moins. Sauf que, qu'est-ce qui n'a pas baissé dans les émissions de CO2 en Europe? La bagnole, plus 16%. Ce qui montre bien que l'enjeu technique est utile, mais il n'est absolument pas la clé de tout ça. C'est un des éléments. La technique dépend de l'usage qu'on en fait. Donc changeons les valeurs, regardons autrement comment inventer ensemble une autre manière de vivre le monde. Mes étudiants travaillent sur Lyon 2050. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans leur propre vie. Qu'est-ce qui va se passer quand je vivrai à Lyon, je serai architecte à Lyon, qu'il y aura plus de degrés et le baril de pétrole sera à $300 au moins, s'il en reste d'ailleurs. Du coup, on travaille sur d'autres idées que celles du transport même, partant du principe que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on n'a pas à faire. Comme la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas à utiliser. Pensez l'immobilité. Pensez la ville de la pantoufle.
je la revendique, la ville de la pantoufle, en fait. Quel est l'espace de quotidienneté dans lequel vous pouvez vivre et essayer de trouver une indépendance par rapport à la technique? Eh bien, au bout du compte, vous avez quelque chose qui arrive, quelque chose d'autre qui fait que 3 étudiantes archi-ingénieurs qui suivent le cursus dont je m'occupe viennent d'être lauréates du concours lancé par l'ADEME et la revue La Recherche sur Inventer la ville de demain. Merci, monsieur le professeur. Jean-Luc Chevalier prend le micro, ensuite Laurent Gaillard, et on conclura avec Françoise-Hélène Jourda, puisqu'on pourra continuer à partager devant le pot après quelques échanges encore. Alors, vous m'avez demandé de venir, je vais pas dire accepter de remplacer Alain Mogart, c'est particulièrement difficile, donc je ni assumer ce rôle, ni prétendre être capable de le remplacer. Donc, mais par contre, puisque vous m'avez demandé de venir, j'ai envie de dire 2-3 choses. D'abord, la première remarque sur développement durable et environnement. En fait, c'est plus grave que ça. On parle développement durable, on fait un Grenelle de l'environnement et on ne parle que d'énergie. C'est un recul par rapport à l'idée qu'on avait du développement durable il y a 5 ans ou 4 ans. Parce que quand les collectivités avaient des projets en développement durable, ils faisaient un petit peu l'effort de regarder ce que c'était que le développement durable et de regarder les différents volets. Mais ils retombaient sur de l'énergie très vite parce que c'était l'élément prioritaire. Mais au moins, ils faisaient l'effort de construire un projet de développement durable. Maintenant, l'effet du Grenelle, ça a été un peu de tout ramener à l'énergie et de même plus donner aux gens d'obliger les gens à penser quand même développement durable, même si c'était pour faire que de l'énergie. Donc ça, je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, il faut avancer, il faut faire des petits pas, et si on avance sur l'énergie, c'est au moins un progrès sur un domaine. Le développement durable, ça a comme caractéristique d'être multicritère. Donc peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est avançons sur l'énergie parce qu'il y a des choses à faire sur l'énergie, mais ayons le souci que quand on fait un progrès sur un domaine, celui de l'énergie, on a les moyens d'analyser l'effet de ce progrès qu'on a fait sur l'énergie sur les autres critères et sur les autres aspects du développement durable, parce qu'ils peuvent avoir des effets négatifs sur d'autres aspects. Donc ça, c'est une acculturation qui doit progresser, mais rassurez-vous et arrêtons un petit peu, petit clin d'œil à Hélène Jourda, arrêtons un petit peu de faire de l'autoflagellation franco-française. Moi, je suis dans un projet européen avec des Autrichiens et des Allemands et des Suisses. Il n'y a pas de Suisse, il y a des Autrichiens et des Allemands, qui s'appelle Smart Eco, qui est censé imaginer ce que c'est qu'un bâtiment durable en 2030 en Europe. Et moi, j'essaye, avec mes théories sur les principes généraux du développement durable, de leur parler de développement durable. Et eux, ils disent le développement durable, c'est mettre une pompe à chaleur sur de la géothermie. Donc, il y a aussi en Allemagne, en Suisse et en Autriche des gens qui voient que la technicité et qui voient que les aspects. Donc, ce débat-là, l'énergie par rapport au développement durable, rassurez-vous, il est partout. Et puis, c'est peut-être pas très important. L'important, c'est d'avancer sur certains points, à condition d'avoir le souci du multicritère et d'avoir le souci de l'effet de nos progrès dans un domaine sur les autres domaines. Alors, j'ai entendu Monsieur Gomez dire j'aurais bien une question à poser au CSTB, mais finalement, il l'a pas posée. Donc, je ne sais pas quelle est la question, mais je vais faire la On verra réponse. pendant l'échange après, oui. On verra peut-être après pendant l'échange. On peut en parler. On s'intéresse aux matériaux que vous appelez naturels ou écologiques, qu'on appelle biosourcés, avec 2 approches, 2 volets qui sont la vigilance et l'opportunité. Alors, mettons-les à l'envers, mettons-les dans l'autre sens en parlant opportunité et vigilance. Les matériaux innovants de ce type sont une opportunité. Il faut aussi les observer avec la vigilance. Et je vais parler d'une seule de ces vigilances, c'est la pérennité de performance. Et c'est important de vérifier que ces matériaux-là, comme les autres, sont capables d'assurer une fonction sur un certain temps, parce que le bâtiment, on ne construit pas pour un mois ni pour un an, on construit pour un peu plus longtemps. Mais c'est un volet d'innovation qui est extrêmement important. Et puis, je vais terminer sur un petit truc. Vous l'avez dit, occupons-nous des régions et pas des organismes nationaux.
Donnons la chance aux jeunes. Alors, je vous invite à le 6 juin à la journée porte ouverte au CSTB Grenoble. C'est donc un organisme national, mais en région. C'est l'établissement de Grenoble du CSTB. Il y a une journée porte ouverte et vous verrez, c'est plein de jeunes. Laurent Gaillard, directeur de l'urbanisme de la ville de Grenoble. Oui, bonsoir. Moi non plus, je ne m'exprime pas à la place du maire, évidemment. Mais je voudrais quand même rappeler le formidable espoir qu'on a à l'intérieur des villes, des collectivités, des agglomérations, qu'on a un peu l'impression qu'en effet, comme l'ont dit certains, le Grenelle de l'environnement a un peu tout recouvert de peinture verte, sachant qu'il a occulté le fait qu'on a démarré bien avant dans certaines villes. Moi, je crois vraiment que l'avenir, il est dans les régions et dans les villes. C'est elles qui portent vraiment l'espoir. Et c'est elles qui ont aussi, il faut le dire, des marges de manœuvre si elles savent bien utiliser les outils existants. Donc je suis assez d'accord qu'il ne faut pas trop attendre non plus de la réglementation qui vient d'en haut ou des textes qui viennent d'en haut. On a déjà suffisamment d'outils pour avancer. Bon, à Grenoble, on a démarré il y a 3-4 ans, vraiment, à travers plein d'outils. L'agglomération, la métro, a lancé son plan climat, un des tout premiers plans climat. On a fait notre PLU en utilisant toutes les facettes d'un PLU. Si on l'utilise bien, on peut faire des choses. Et on arrive à faire avec tous les partenaires qui se connaissent bien à Grenoble, et grâce à eux, les constructeurs, les architectes, l'enseignement, l'école, les ingénieurs, etc., un véritable changement, mais au sens général de tout le monde de la construction et toute l'activité de la construction. Ce que je dis partout, on me demande d'intervenir pour montrer ce qu'on fait à Grenoble, c'est que faut arrêter de faire de la com en faisant un écoquartier par-ci par-là pour faire joli dans la presse, quoi. C'est pas à l'enjeu du problème, c'est pas à l'échelle du problème, pardon. Et donc c'est en généralisant les pratiques dans les opérations, dans toutes les opérations, qu'elles soient diffuses ou qu'elles soient montées par les villes. Donc chaque permis de construire doit intégrer, si les villes veulent bien s'y mettre, s'il y a une volonté politique et technique, on peut avoir des exigences déjà aujourd'hui très importantes. On a généralisé à Grenoble l'isolation par l'extérieur parce que, comme le disait Olivier Sidler, on vient de passer une période où quand même les constructeurs ont profité de l'embellie du marché en faisant toujours la même chose depuis 10 ans sans trop se remettre en cause. Hein, la boîte en béton avec des trous et puis le placo isolé à l'intérieur. Bon, ça finissait par coûter vraiment pas beaucoup, pas très cher et donc à rapporter gros. Donc en y allant étape par étape, en ayant peut-être en passant un peu pour des gens qui prenons des décisions un petit peu autocratiques, en imposant en quelque sorte l'isolation par l'extérieur sur tous les bâtiments qui étaient produits à Grenoble. Finalement, on a fait faire un pas qui s'est trouvé confirmé après par tout ce qui est arrivé, Grenelle et compagnie, mais le politique a permis de jouer son rôle, c'est-à-dire d'anticiper, gouverner c'est prévoir, et d'amener le monde de la construction, et de connivence avec lui, à vraiment faire un pas important aujourd'hui. Et donc on a maintenant des résultats à Grenoble qu'on nous envie, mais j'espère que beaucoup d'autres s'y sont mis. Mais je le répète, n'attendons pas trop d'en haut et faisons nous-mêmes les dispositifs, ils existent, sachant utiliser les outils qu'on a et on a déjà des résultats sur la thermique, sur le solaire et sur les toitures végétalisées, puisque nous on a une problématique vraiment de centre-ville, de ville-centre et de ville dense. Voilà ce que je voulais dire, mais un dernier petit point quand même, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que l'environnemental occulte les deux autres aspects du développement durable. Et je voudrais dire qu'on a aussi conduit une politique de renforcement très fort de la construction de logements sociaux. On a imposé des périmètres de construction, des zones de construction de logements sociaux à 20 ou 30% avant même que la loi ne le permette. C'est vraiment du
du bottom-up, c'est-à-dire que c'est les collectivités, c'est les villes qui aujourd'hui font évoluer les textes, il ne faut pas se leurrer. Et donc ça, c'est sur le volet social. On a beaucoup parlé du volet environnemental. Et enfin, sur le volet économique, je crois que on l'a pas assez dit, cette embellie du développement durable dans la construction, mais c'est un formidable levier économique de revalorisation des métiers du bâtiment qui vont enfin devenir des métiers, on va dire, avec un vernis attractif. Ça devient vraiment une justification, une légitimation de ces métiers qui ont été longtemps décriés comme les voies un petit peu garage, surtout dans le monde des entreprises. Donc maintenant, je pense que dans l'avenir, les artisans, etc., vont j'espère, avoir plus de vocation. Et toute la chaîne est concernée par cette revalorisation du volet économique. Le seul truc, là c'est un petit clin d'œil à Olivier Sidler, il faudrait qu'il puisse vivre encore 200 ans pour former les ingénieurs thermiciens dont on a besoin pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'on pêche, on a besoin de spécialistes, mais de vision globale de thermiciens pour qu'on change aussi les pratiques dans les BET fluides. Aujourd'hui, peut-être il ne l'a pas dit Olivier, mais il le pense très fort, c'est les BET fluides qui sont à la remorque là aujourd'hui sur toutes ces questions dont on vient de parler. Merci Laurent. On termine, on laisse le mot de la conclusion avec Françoise Hélène. Merci beaucoup. Oui, moi je dis tout le temps ce que je pense et c'est quelquefois désagréable à entendre, mais il y a aussi des belles choses qui se passent aujourd'hui. Juste, je veux réagir sur juste 2 choses et puis juste dire le mot de la fin. Vous avez parlé il faut faire des petits pas. Moi, je crois qu'il faut faire des pas de géant, mais il faut les faire hier. Voilà, c'est la différence. Donc, la politique du petit pas, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a urgence à aller très très vite et très très fort. La deuxième chose par rapport à ce qui se fait en région, comme on dit à Paris, hein, en région, hein. Oui, ça s'est amélioré, mais c'est pas bon. En région, dans les villes, partout, localement, c'est vrai que c'est là, et c'est là qu'il y a aujourd'hui les compétences et les savoirs. Hein. Moi, je l'ai remarqué, et dans mon groupe avec qui on a travaillé pour faire ce rapport, des Parisiens, il y en avait pas beaucoup. Hein. La plupart venaient de bien ailleurs, parce qu'il y a véritablement un ancrage de cette culture qui est très localisé partout. Et c'est la même chose. En Autriche, c'est pas à Vienne, c'est dans le Vorarlberg. En Allemagne, c'est pareil. Voilà. Je crois que ça, c'est très fort, mais il faut faire très attention à ce que ceux du up, là-haut, ne nous recollent pas encore des normes, des certifications, des labellisations qui vont nous empêcher de faire notre travail. Parce que c'est ce qui se prépare. Sous prétexte de se donner bonne conscience d'arriver à donner des outils à tout le monde et d'obliger tous ces petits régionaux à faire du bon travail. Voilà. Et là, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord du tout. Et je pense qu'il faut le dire fortement. Mais par contre, alors pour terminer sur une note d'espoir, c'est que moi, le rapport que j'ai fait, dont les conclusions sont bien plus ambitieuses que celles des COMOP, en tout cas du COMOP 1, même s'il est sûrement pas encore parfait, moi maintenant que je le relis quelques mois après, je trouve plein de défauts, et bien plus ambitieux, ce rapport-là, il a quand même été approuvé par la Fédération des SIC et par la Fédération française du bâtiment. Et je suis invitée à aller à Dublin dans 15 jours, par la Fédération européenne du bâtiment et des travaux publics, à la demande de la Fédération française, pour parler du développement durable, pour qu'on arrête de ne parler que de l'énergie. Alors ça veut dire des choses quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même plein de gens qui sont convaincus. Pas tout le monde, bien sûr. Mais moi, je peux vous dire que même au niveau de la CAPEB, il y a des gens qui ont envie, il y a des choses qui se passent et qu'il faut, je crois aujourd'hui, aller travailler avec les professionnels de tous bords, les artisans, les entreprises, les investisseurs, les constructeurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'envie. Il faut profiter de ça de manière généreuse, tout en faisant très attention à ce qu'on ne nous colle pas encore des étiquettes dans tous les sens. Merci. Merci. Merci de votre patience et de votre écoute. Je voudrais juste remercier Brigitte Champsavoir, qui est celle qui nous a permis d'être de cet amphithéâtre, et toute l'organisation de l'école d'architecture de Grenoble, dont le directeur est ici.
Et je vous convie effectivement au petit pot qui est dans le hall, là, tout de suite en sortant, pour terminer nos échanges. Merci.